Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence de début d'après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois, parce que c'est pas tout à fait non plus un événement rarissime, même s'il est encore trop rare, Frédéric Meunier, professeur en classe prépa à Saint-Louis, à Paris, pour une conférence sur un sujet qui est un petit peu trop rentré dans ce que Yves Chemet, dans la vidéo que vous venez de voir, appelle la pensée unique, un peu trop facilement dans les dernières années, et qui nécessite plus que jamais, dans les temps qui viennent, d'être re-questionné, qui est bien sûr celui des émergents. Je ne vais pas évidemment vous faire un exposé sur les émergents, c'est pas mon travail, c'est le sien, et il le fera encore plus brillamment que moi. Je vous souhaite une très très bonne conférence. Je vous souhaite également, puisque cela viendra tôt ou tard, une très bonne réussite au concours. J'espère revoir certains d'entre vous l'année prochaine dans ces couloirs, ou dans 2 ans. Bon après-midi, merci de votre présence. Bien, bonjour à toutes, à tous. Vous m'entendez? Bon. Bien, donc je vais vous parler aujourd'hui de la question des pays émergents sous un angle un petit peu polémique. Faut-il vraiment souhaiter la fin des émergents? Je vais d'abord vous expliquer un petit peu ce qui sont ces émergents, pourquoi est-ce qu'il y aura une fin des pays émergents, et enfin pourquoi finalement, eh bien nous verrons si vraiment ce serait une bonne chose pour nous que ces pays viennent, en leur croissance en tout cas, viennent à fléchir. Alors c'est une conférence qui a un petit peu une double casquette. D'abord c'est une conférence qui s'insère dans le Festival de géopolitique de Grenoble et qui est toujours un petit peu décalée, puisque cette année le thème est l'Eurasie. Alors bien sûr je vous parlerai un petit peu de la Russie. Et puis par ailleurs c'est une conférence qui est destinée aux prépas, à vous, qui allez passer, j'imagine, il y a beaucoup de seconde année, j'imagine, parmi vous. Elle peut servir de fait de révision ou de préparation. Et de fait, vous m'excuserez si je l'ai construit de manière très scolaire. Vous aurez un plan en 3 parties, 3 sous-parties. Ça aide au concours quand même, pour corriger depuis longtemps là-dedans. Il faut viser quand même à la clarté et à l'intelligibilité de ce qu'on dit. C'est ce qui, occasionne chez le jury une sorte il faut obtenir la captatio benevolentiae, il faut capter la bienveillance du jury, c'est tout à fait important. Alors je vous disais à l'instant que la question est un petit peu polémique. Faut-il souhaiter la fin des émergents? En 2 mots, d'abord, je vais commencer un petit peu par vous parler de ce groupe de pays. C'est un nom un peu générique, on l'entend partout. En 2010, Larry Summers, qui était à l'époque le conseiller économique de Barack Obama, a déclaré, je cite Summers, que l'événement le plus important de ce quart de siècle ne serait ni la crise financière, alors qu'on était en plein dedans, ni la chute du mur de Berlin, mais l'enrichissement extrêmement rapide d'une partie du monde. Et il ajoutait qu'il a fallu plus de 30 ans, à peine 30 ans, pour qu'une partie de la Chine accède à la société de consommation, un phénomène qui s'est étalé sur 1 siècle et demi en Europe et sur une 60aine d'années aux États-Unis. Et en effet, 30 ans à peu près, à peine plus, c'est ce qui sépare la Chine de 1982 et la Chine de 2014. Une Chine en 82 qui représentait à peu près, lorsque la première ZES ouvre en 84, c'est Shenzhen, eh bien la Chine représente à l'époque 1% du commerce mondial, c'est un nain. Alors que, aujourd'hui, en 2013, on l'a appris il y a quelques semaines, la Chine serait devenue, c'est le service des douanes chinois qui l'a dit, mais enfin, il n'y a pas vraiment de raison d'en douter pour le coup, serait devenue la première puissance commerciale du monde. Vous savez que depuis 70 ans, c'était les États-Unis qui étaient en général troisième exportateur du monde, mais de très très loin le premier importateur. Eh bien, la Chine aurait dépassé les États-Unis, mettant à mal donc 70 ans d'hégémonie américaine. Vous le voyez donc. Des choses sont en train de se passer, des choses que Laurent Carouet appelle le rééquilibrage du monde, que Hervé Juvin appelle le renversement du monde, quelque chose qui pointe, disons, depuis 10-15 ans peut-être. Cette notion d'émergence, en même temps, c'est une notion qui est difficile à cerner. C'est un petit peu comme le temps chez Saint-Augustin. Vous savez, dans les Confessions, Saint-Augustin dit « Qu'est-ce que le temps ?» Si personne ne m'interroge sur la question, eh bien, je sais ce que c'est, bien sûr. Mais si je veux y répondre, eh bien, je l'ignore. L'émergence, c'est un petit peu comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Il y a quand même des critères, même si ces critères, si vous voulez, ne donnent pas lieu à une patente. On n'a pas de statut de pays émergent, on ne reçoit pas de médaille, bien sûr. Des critères, c'est quoi? C'est une croissance forte. Alors, ça veut dire quoi? C'est une croissance forte, c'est-à-dire supérieure à la croissance mondiale, en général. Une croissance forte, soutenue, durable, si vous voulez, qui dure au moins quelques années, 10 ans, souvent, plus. C'est une croissance également qui rejaillit sous forme de développement, avec en général une réduction de l'extrême pauvreté, avec en général la constitution d'une classe moyenne. C'est le cas au Brésil notamment, le Brésil de Lula, c'est un très bon exemple. C'est également un appareil productif diversifié.
Et voilà pourquoi, dans beaucoup de classements, je vous en montrerai un ou deux, vous verrez, eh bien, les pays exportateurs de pétrole, par exemple, ne sont pas toujours classés comme émergents, car finalement, leur richesse repose sur une mono-exportation et sur une rare diversification d'activités économiques. Alors, qui sont-ils une fois que ces critères sont mis en avant? Alors, vous connaissez bien sûr des groupes d'émergents, vous connaissez peut-être les BRIC, les BRICS, les IBAS, les CIVE, etc. Il y a beaucoup, ou les LE7, il y a beaucoup de groupes de pays émergents tels qu'ils ont été définis. Celui qui a été défini de manière la plus ancienne, c'est en 2003, vous le savez sûrement, le groupe des BRIC a été défini, Brésil, Russie, Inde, Chine. À l'époque, en 2003, ce n'est pas un groupe, c'est une catégorie statistique. L'économiste en chef de Goldman Sachs, qui s'appelle Jim O'Neill, définit ce groupe, il le définit de manière statistique, de la manière suivante, il dit, j'appelle BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, ces 4 pays dont, en projection, le PIB pourrait atteindre le PIB du G6 en 2030. Le G6, c'est le G7 moins le Canada. Donc c'est une projection à l'époque, qui permet au fond de visualiser eh bien, un groupe de pays dont la croissance est particulièrement forte. Vous savez tous et toutes qu'en 2009, cette catégorie statistique est devenue un groupe, un vrai, puisque en 2009, les 4 BRICS se sont réunis à Ekaterinbourg, en Russie. À l'époque, c'était Medvedev qui les a reçus. Et le groupe est devenu une réalité. Il a été rejoint en 2011 par l'Afrique du Sud pour devenir donc les BRICS. Alors les BRICS, c'est gros quand même, ça fait 40% de la population mondiale, 21% du PIB de la planète, et puis eh bien, à peu près un quart à eux 5 seulement, et en vérité à eux 4, l'Afrique du Sud est vraiment epsilon là-dedans, ils font à peu près un quart de la croissance mondiale en 2011. Il y a d'autres classements peut-être, alors peut-être on va regarder ensemble. Je voudrais vous montrer simplement que tous les classements ne distinguent pas les émergents de la même manière. Ici, par exemple, vous avez, si je ne me trompe pas, donc vous avez 4 instituts qui font leur propre classement des pays émergents. Alors, c'est intéressant parce que vous avez donc un groupe de consulting, le BCG, le Boston Consulting Group, il est au centre. Vous avez une grande institution internationale, une grande IFI, une grande institution financière internationale, le FMI. Vous avez une grande banque, BNP Paribas. Et puis enfin, donc, une agence de rating, de notation, Standard & Poor's. Et vous voyez qu'en fonction, en fait, des critères, alors on les a pas ici, mais enfin, en fonction des critères qu'ils mettent en avant, est-ce qu'ils considèrent les pays exportateurs de pétrole ou pas, est-ce qu'ils considèrent essentiellement l'appareil économique diversifié ou pas, eh bien, les listes de pays émergents, c'est une des difficultés d'ailleurs, ne sont pas du tout les mêmes. Mais vous voyez quand même que, au cœur, en gras, vous avez tout de même une liste de 8, 9, 10 pays sur lesquels absolument tous les instituts, toutes les banques, tous les grands groupes sont d'accord. Le cœur des pays émergents, vous les connaissez un peu, il y en a les grands pays, la grande zone émergente, c'est évidemment l'Asie d'une part et l'Amérique latine d'autre part. L'Amérique latine avec le trio, ou plutôt c'est un quatuor, on va dire, Mexique, Argentine, Chili, Brésil. Et puis après, bien évidemment, des pays asiatiques, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, etc. Et une Égypte qui est un petit peu tout seul, qui est tout seul aujourd'hui. Alors ça, ce sont, vous voyez, des classements possibles. Ce qui donne, quand on les cartographie, la chose suivante. Vous avez ici une légende, plus ça tire vers le rouge, plus le pays est reconnu par les 4 institutions. Et vous voyez donc très très nettement qu'il apparaît, eh bien, au fond, 2 grands continents de l'émergence aujourd'hui, l'Asie, à vrai dire, et d'ailleurs les 3 Asies, l'Asie de l'Est, bien sûr, l'Asie du Sud-Est, l'Asie insulaire, et enfin l'Asie du Sud, l'Asie indienne, si vous voulez. Et puis, d'autre part, eh bien, l'Amérique latine au sens large, avec les 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, alors voilà un petit peu ce dont je vais vous parler. Alors, il y a des classements intéressants, par exemple une étude de PwC, c'est PricewaterhouseCoopers, c'est un institut américain, une étude de PwC de 2010, eh bien, estimait que, forgeait une catégorie là encore, estimait que les pays de l'E7, E7, les 7 émergents, ce sont les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, et si je ne me trompe pas, Mexique, Turquie et Indonésie, eh bien, les pays de l'E7 auraient un PIB équivalent à celui des pays du G7 en 2020, c'est-à-dire presque demain. Donc vous le voyez, ces pays ont une forte croissance, ils sont attractifs, bien sûr, en termes d'IDE, en termes de délocalisation, leur part est grandissante dans la production mondiale, puisque vous le savez, ça c'est un événement absolument important. En 2012, pour la première fois, je pense, depuis 400 ou 500 ans, enfin plutôt depuis l'ère industrielle, si vous voulez, depuis 300 ans ou 250 ans, eh bien, les pays du Nord ont été minoritaires dans la part de production mondiale. Ça, c'est une date, c'est un retournement tout à fait important. C'est ce que Hervé Juvin appelle le renversement du monde. Et puis en outre, une autre caractéristique de ces pays émergents, et vous le savez tous et toutes, c'est que pour la plupart, ils contestent
l'ordre ancien, l'ordre du G7, l'ordre américain. Souvenez-vous toujours, ayez ça en tête, que lors de la première réunion des BRIC, en 2009 à Ekaterinbourg, en Russie, eh bien, le ministre brésilien des Affaires étrangères a déclaré « le G7 est mort ». Alors évidemment, c'est une déclaration un peu tonitruante, mais en tout cas, elle informe, si vous voulez, sur la perception géopolitique. Les BRIC entendent bien renverser, grâce à leur croissance, l'ordre ancien, l'ordre tutélaire de l'Occident. Bref, autant de raisons pour les pays du Nord de craindre ce renversement du monde, et autant de raisons pour eux de souhaiter la fin des émergents. Et si cette fin était proche? Alors, les émergents, vous voyez, vous avez Daniel Craig au milieu, habillé en Vladimir Poutine, avec voilà, les 4 autres. Vous voyez que le Chinois a un peu de mal, visiblement, à tenir la main. Il n'est pas habitué à se joindre à un groupe. Bon, il a l'habitude d'être premier, en tout cas dans sa zone. Bon. Oui, donc ça c'est un peu pour vous faire sourire. Ça c'est au dernier sommet du G20 Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'était en septembre dernier, septembre 2013. En marge du G20, eh bien, les BRICS se sont réunis. Et vous voyez, donc, il y aurait beaucoup de choses, j'imagine, il y a beaucoup de choses à dire sur le port physique de Vladimir Poutine. Vous avez vu au centre, les bras larges, il accueille déjà la Crimée, en fait. Bon. Alors, je vous disais, oui, on n'est pas obligé de s'ennuyer en cours, hein. Donc je vous disais que la fin des BRIC est peut-être là. Alors, voici un tableau assez parlant. Vous voyez ce qui se passe depuis 2012 et on a déjà très bientôt des chiffres 2013, ça se confirme. Il y a très nettement un tassement dans la croissance des BRIC. Alors j'ai pris ici les BRIC parce que pour l'Afrique du Sud c'est un petit peu moins net. Mais vous voyez très très nettement que ce fameux taux de croissance moyen d'au moins 10% par an en Chine dans les années 2000, eh bien se tasse, on est à 7,8 et dans les estimations 2013 on est à 7,6 pour la Chine, donc ça se confirme. Pour l'Inde, ce fameux taux de croissance à 7,8 à peu près par an dans les années 2000, eh bien est tombé 3,4, on est dans les prochaines estimations à un petit peu plus de 4 en 2013. Pour la Russie, là encore, un léger tassement, et pour le Brésil, c'est carrément un écrasement, puisque après un taux de croissance de 7,5% en 2010, lorsque Dilma Rousseff arrive au pouvoir tout début 2011, vous vous souvenez sûrement qu'elle peut clamer, et à l'époque les chiffres étaient là, que le Brésil, je cite, était blindé contre la crise, eh bien très rapidement le Brésil a été touché par la crise, les taux de croissance ont chuté, donc 0,9% en 2012, et une estimation de 2,2-2,3% en 2013. L'Afrique du Sud, elle, est à peu près à 3, 3,5. Donc vous voyez très très manifestement, ces pays qui nous ont fait peur dans les années 2000, par leur taux de croissance, par leur capacité à attirer les capitaux, à attirer les industries, eh bien connaissent une difficulté. Et quelle est cette difficulté? Eh bien, c'est le fait de passer du rang de pays sous-développés au rang de pays, en quelque sorte, intermédiaires. Ils y sont. Et après, c'est beaucoup plus dur de passer du rang de pays intermédiaires au rang de pays développés. Comprenez bien que lorsque vous avez des poids aux pieds et qu'il vous faut démarrer, si on vous retire les poids, votre croissance est très forte. Ensuite, pour rejoindre le peloton de tête, ça prend plus de temps. Parce qu'il faut développer la technologie, avoir une classe moyenne, consommatrice, une économie plus diversifiée. Le démarrage, le rattrapage que vous voyez en bleu ici, eh bien, c'est fait à peu près. Il est bien possible que l'on soit à la fin d'une phase de rattrapage, et c'est ça que j'ai appelé ici, par licence en quelque sorte, la fin des émergents, au sens où ils ont en quelque sorte un peu émergé. Donc, vous avez compris que la croissance avait fléchi. Bon, je ne vous ai pas donné d'autres chiffres, mais par exemple, il y a 3 semaines à peine, le Brésil, la dette du Brésil a été dégradée. Hein, il est passé de BBB à BBB-. Bon, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais vous savez que ça signifie ensuite une plus grande difficulté éventuellement à emprunter sur les cours. De même, les excédents commerciaux ont fondu. L'excédent commercial de la Chine est tombé à 3% du PIB, c'est un taux historiquement bas depuis 20 ans. Quant au Brésil, l'excédent commercial dans les années 2000 représentait à peu près 20 milliards de dollars par an. Voilà ce qui ferait rêver la France et ce qui doit faire peur à notre prochaine secrétaire d'État au commerce extérieur, Fleur Pellerin. Et le déficit, les excédents commerciaux sont tombés quasiment à 0 en 2013. C'est une vraie difficulté. Le réal s'est apprécié notamment, il y a pas mal de problèmes qui se posent pour le Brésil. Bref, comme le disait Michel Aglietta dans un article récent sur les émergents, une interview qu'il avait donnée dans Le Monde, Michel Aglietta, l'économiste, le théoricien de l'école de la régulation, eh bien, il posait une question en disant, au fond, un petit peu à la manière de la Côte d'Ivoire dans les années 70, 80, est-ce qu'on n'est pas passé au fond du miracle des BRIC au mirage? Toute la question, en fait,
je vais finir mon introduction là-dessus, est de saisir le sens de ce ralentissement. Est-ce que ce ralentissement qui est saisissable ici, est-ce que c'est une opportunité pour les pays du Nord? Et on le verra, est-ce que ce n'est pas non plus une opportunité pour les grands pays émergents qui vont devoir revoir leur modèle de croissance et peut-être privilégier un modèle de croissance intérieure? Parce que les émergents sont des concurrents, c'est sûr, mais les émergents, ce sont également des partenaires. Renault a maintenu ses chiffres de vente à peu près l'an dernier dans un contexte très très dépressif, grâce notamment à des ventes d'automobiles en Russie. Quand les BRICS se portent bien, c'est également une bonne nouvelle pour nous. Quand les émergents se portent bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, faut-il vraiment que nous souhaitions leur fin? Faut-il vraiment que ces pays qui nous ont fait peur, eh bien, se tassent un peu pour nous laisser de la place? Alors, je répondrai à cette question donc en 3 temps. Vous aurez donc une première partie avec des sous-parties. J'ai pas mis le grand 1 et le grand A pour pas vous faire peur, mais enfin, ça ressemble quand même furieusement à un plan de colle. Et je vais donc y répondre en 3 temps. Je vais d'abord vous expliquer que, effectivement, il y a peut-être des raisons de se réjouir de la fin des émergents. Ce sera une première partie. Dans une seconde partie, je vous expliquerai qu'il y a également des raisons de craindre cette fin, car l'émergence, une émergence finissante, signifierait toutes sortes de problèmes pour nos pays. Et puis enfin, dans un troisième temps, je me demanderai si finalement cette crise, cette baisse de croissance, qui est peut-être conjoncturelle seulement, bien dans quelle mesure est-ce qu'au fond, les pays du Nord, avec un peu d'intelligence, beaucoup de diplomatie, ne pourraient pas essayer de s'en servir pour réordonner le monde dans un sens d'une multipolarité qui ne soit pas au fond une défiance entre les anciens riches, nous, et les nouveaux riches, pour certains en tout cas, eux. Voilà comment nous allons avancer. Alors, j'ai une bonne demi-heure devant moi afin de laisser un petit peu de temps aux questions. Et on y va. Ça va? Vous n'êtes pas mort? Allez, on y va. La fin des émergents, donc. La fin des émergents, des raisons de s'en réjouir. Alors, pour 3 raisons, il y a des raisons de s'en réjouir. Lorsque vous ferez un plan dans vos grandes écoles, très très bientôt, les plans ne doivent pas sortir de nulle part, les termes du sujet doivent être présents. Le sujet, c'est la fin des émergents, donc c'est le sujet de ma phrase, la fin des émergents. Sinon, je traite un autre sujet. Si j'inverse sujet et objet, c'est une catastrophe atomique. Les parties doivent s'enchaîner les unes aux autres, assez logiquement. Et voilà pourquoi je mets des points de suspension, car je continue. C'est comme une démonstration en mathématiques. Hein. Si vous mettez des « et », puis, donc, de plus, en outre, etc., c'est comme si en mathématiques, vous allez d'une ligne à l'autre sans mettre équivaut. Ça veut dire que vous ne voyez pas les liens, vous ne les manifestez pas. Il faut donc les témoigner. Sinon, il n'y a pas de démonstration. S'il n'y a pas de démonstration, ça ne va pas. Voilà, je referme le chapitre technique. C'était de la cuisine. Maintenant, je reviens à mon topo. Donc, il y a des raisons de s'en réjouir, bien sûr, parce que la fin des BRICS signifierait 3 types de choses. Pour nous, ça signifierait la fin d'une croissance déstabilisatrice, je vais le développer. Ça signifierait également la fin d'une croissance que d'aucuns jugent déloyale, pensez à Arnaud Montebourg notamment, et c'est la fin, ce serait également peut-être la fin du risque d'une nouvelle guerre froide. Alors d'abord, la fin d'une croissance déstabilisatrice. Alors pourquoi? Parce que la croissance des BRICS a désordonné en quelque sorte la production mondiale en 10 ans. Songez par exemple que la croissance des BRICS, évidemment, a capté une grande partie de la production énergétique et la production minérale, bien sûr. En septembre 2013, par exemple, c'est très très récent, la Chine est devenue le premier importateur mondial de pétrole devant les États-Unis, avec plus de 6 millions de barils par jour. Songez qu'en 2012, par exemple, la Chine était responsable, écoutez bien, de l'achat de 43% du cuivre mondial. La hausse du cuivre, du prix du cuivre depuis 15 ans est quasiment, quasiment, si vous voulez, dictée par l'électrification de la Chine. Donc évidemment, ça a fait peser sur le cours des matières premières ce que les économistes appellent des super-cycles, c'est-à-dire des cycles de très très forte croissance engendrés par une demande massive de la part de quelques pays. Alors évidemment, tous les pays, tous les émergents ne sont pas dans cette situation. La Chine est très très demandeuse, bien sûr, c'est un gros importateur. D'autres émergents sont plutôt de gros exportateurs. Songez au Brésil, il est exportateur, 2e exportateur mondial de soja, 4e exportateur mondial de fer, il est premier exportateur mondial de maté, je crois. On n'en voit pas ici beaucoup, c'est une sorte de thé. Il est premier exportateur mondial de jus d'orange, ce qui lui a valu d'ailleurs un conflit à l'OMC avec les États-Unis sur la question, etc., etc. Mais dans tous les cas, gros exportateurs ou gros importateurs, les BRICS ont pesé sur l'évolution du cours des matières premières. Et même un pays comme le Brésil, fortement exportateur, il est tellement fortement exportateur qu'il dispose du 2e groupe mondial de minerais, qui s'appelle Vale, et ce groupe eh bien, dicte en quelque sorte le prix du fer, du cuivre, d'un certain nombre de minéraux. Et puis cette croissance, vous le savez, elle a un prix, et un prix écologique. On estime en 2030 que la Chine et l'Inde seront responsables d'à peu près 80% de la consommation de charbon au monde. Et donc autant de dégagements. Et ça, vous le savez que des villes comme Pékin
savent très bien ce que c'est qu'aujourd'hui la pollution. C'est que le plus grand nuage de pollution du monde, qui dure plusieurs mois, se passe à peu près dans la zone des moussons, quand il n'y a pas de moussons justement, et donc il n'y a pas de pluie ni de vent pour le chasser. C'est un nuage qui s'étend, qui est grand comme quasiment le sous-continent indien, qui s'étend quasiment de l'Inde jusqu'à l'Asie du Sud-Est, jusqu'au sud de la Chine. Donc un ralentissement de croissance signifierait effectivement bien moins de pollution. Et puis, plus généralement, en termes de croissance déstabilisatrice, les BRIC, par leur croissance, ont attiré massivement et en quelque sorte détourné une partie des richesses du monde, une partie de l'épargne. La Chine est devenue en 2012 la première destination d'IDE au monde, devant les États-Unis, là encore, un classement de plus. À peu près, les rendements, évidemment, sont alléchants, puisque jusqu'en 2010 à peu près, les rendements dans les BRIC, les rendements du capital, pouvaient atteindre près de 50% par an, comparé avec votre livret A. Alors, malheureusement, votre banque ne vous propose pas de placer dans les BRIC et vous propose de livrer dans un livret A rémunéré à 1,5% avec une inflation de 2. Donc, calculez ce que ça va vous rapporter. Alors, évidemment, tout cet argent qui s'est précipité vers les grands émergents, eh bien, a précipité également l'éclosion, enfin en tout cas la formation de bulles spéculatives. Beaucoup d'argent s'est placé dans des opérations parfois un petit peu incertaines, et on y reviendra, c'est un risque supplémentaire. Donc, vous avez compris que finalement, la fin de la croissance très forte des émergents pourrait signifier la fin de cette croissance déstabilisatrice. Et puis, si ces émergents ont un taux de croissance, des taux de croissance qui baissent, bien, ça pourrait également signifier, c'est mon deuxième point, la fin d'une croissance déloyale en quelque sorte, déloyale à plus d'un titre. Les émergents sont en général taxés de faire du dumping social, du dumping fiscal, du dumping environnemental. Et vous le savez, un de leurs gros avantages, les émergents, c'est une main-d'œuvre souvent importante, pléthorique et peu rémunérée au regard des standards occidentaux. J'ai sous les yeux des classements de 2012 du prix à peu près horaire de la main-d'œuvre. Le prix horaire de la main-d'œuvre en Norvège, par exemple, c'est de 63 $. Main-d'œuvre manufacturière. Combien coûte en fait un ouvrier plutôt spécialisé d'ailleurs en Norvège? À peu près 63 $ quand on affecte le salaire, les charges sociales, etc. etc. Aux États-Unis, 35 $ à peu près. Aux Philippines, 2,1. En Chine, 2,8. Alors les salaires montent, c'est vrai, j'y reviendrai, les salaires montent, mais pour le moment, évidemment, il y a un véritable dumping. La compétitivité prix des émergents reste absolument imbattable. Absolument imbattable. D'où les très nombreuses délocalisations, ou simplement localisation par sous-traitance, par exemple. Alors, de fait, un des dommages collatéraux de cette capacité à produire pas cher, vous savez, ce sont les contrefaçons. On estime qu'à peu près en Europe, 50% des contrefaçons, sacs, huitons, vêtements, chaussures, etc., 50% viendraient de Chine seulement. Le dernier gros truc en Chine, l'an dernier, c'est qu'il s'est fabriqué en Chine des milliers de faux billets du musée du Louvre. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, parce que les Chinois qui ont l'argent, si vous voulez, pour aller faire des vacances en France, en même temps, donc, utiliseraient de la contrefaçon de billets du Louvre. Ça paraît un peu petit, pourtant c'est une opération qui a été tout à fait importante. Alors, fin d'une concurrence déloyale aussi, si leur croissance baissait peut-être, parce que les grands émergents nous ont livré pendant un certain temps quand même, et continuent pour la Chine notamment, de nous livrer une guerre monétaire. Vous savez tous et toutes que le yuan n'est pas convertible, et comme le yuan n'est pas convertible, eh bien sa valeur est fixée par la Banque centrale de Chine, et c'est une valeur qui a été réévaluée de 25% à peu près dans les dernières années, mais c'est une valeur qui reste, on estime, environ à 30 ou 40% inférieure à ce qu'elle serait si le yuan était convertible, et si donc sa valeur était fixée sur le marché d'échange en fonction de l'offre et de la demande. Un yuan sous-évalué, c'est évidemment une formidable capacité à l'exportation. Alors pour l'importation, c'est plus compliqué, mais comme la Chine a eu pendant ce temps-là, son modèle était de fortement exporter pour tirer des devises en dollars, en euros, etc., eh bien elle disposait de ces devises pour ensuite acheter en dollars, en euros, ce dont elle avait besoin. Une des conséquences de cette concurrence en quelque sorte déloyale, vous le savez, c'est un fait fort, c'est que dans les 10 dernières années, un très très grand nombre d'entreprises du Sud, émanant des émergents, ont acheté des entreprises du Nord. Alors vous connaissez tous des exemples célèbres, Lenovo, le chinois, qui a racheté en 2005 IBM, en tout cas la confection informatique d'IBM. IBM est une entreprise de service aujourd'hui. Ou c'est par exemple très très récemment, en 2014, PSA, qui a dû nouer un accord avec Dongfeng, un constructeur automobile. Dongfeng 14%, l'État français 14%, et puis la famille Peugeot 14%, mais enfin 14% quand même à un chinois. C'est Mittal qui a racheté en 2006 Arcelor. C'est Tata Motors qui a acquis en 2008 Jaguar et Land Rover, ou encore Tata T, donc le T qui a fait main basse sur Tetley. Imaginez en fait l'équivalent en France, ce serait que des groupes algériens achètent Renault.
des groupes forts d'une ancienne colonie, eh bien, ont racheté des groupes Jaguar, quand même, c'est pas rien, si vous voulez, en termes d'image, bien sûr. Bref, les exemples, vous savez, sont pléthores. Le groupe Cosco, le groupe chinois Cosco a racheté deux terminaux sur 3 du port du Pirée, et donc la Chine a racheté Périclès, en quelque sorte. Bon, d'ailleurs, c'est à peu près le propos de François Heisbourg, qui en 2010, dans un de ses ouvrages, a expliqué que finalement, les émergents avaient été les grands vainqueurs de la crise, puisqu'à la faveur du ralentissement de nos économies, on est devenu en quelque sorte achetable, ou plus facilement achetable. Alors, troisième point là-dedans, la fin de croissance, ou en tout cas le ralentissement de croissance des émergents, ça pourrait signifier également peut-être la fin du risque d'une nouvelle guerre froide. Alors ici, j'ai mis un point d'interrogation parce que c'est peut-être moins évident, mais enfin, il est sûr d'une chose, et si vous aviez insisté là-dessus dans des travaux ultérieurs, il faudrait bien mettre en avant que l'émergence est économique, bien sûr. Mais l'émergence économique, la croissance forte, a nourri chez les pays émergents des revendications géopolitiques. Car soudain, ils ont eu les moyens de leurs ambitions. Je pense à la Chine, qui était la plus grande armée du monde en nombre d'hommes, il y a 20 ans, qui l'est toujours d'ailleurs, mais c'était une armée mal armée, mal équipée. La Chine, aujourd'hui, c'est le deuxième budget militaire de la planète. Alors, loin derrière les États-Unis, c'est vrai, les États-Unis sont une dépense à peu près de 650 milliards de dollars par an. La Chine est à 150 milliards de dollars par an, à peu près, officiellement. Et c'est là où on a un gros problème. Vous connaissez le truc, hein. En 2008, Robert Gates, secrétaire d'État à la Défense, va en Chine. Et puis, on l'emmène sur une base pour lui faire visiter des trucs militaires, etc. Puis, soudain, il voit une aile furtive qui vole. Vous savez, ce qui ressemble à un avion noir comme ça. Les Américains en disposent. Et jusque-là, ils étaient persuadés d'être les seuls au monde. Et les services secrets avaient dit à Gates que les Chinois en auraient une dans 20 ans. Et comme par hasard, donc le jour où on l'emmène sur la base, eh bien, les Chinois font voler une aile, font semblant de la cacher, vous auriez rien dû voir, etc. Bref, il est rentré aux États-Unis convaincu que la Chine en avait, et effectivement, la Chine en possède. Donc, on a plein de choses comme ça. Vous savez que la Chine a acheté un porte-avions, je crois, à l'Ukraine, si je ne me trompe pas. Hein, oui, merci. J'ai une caution très solide au deuxième rang. Donc, la Chine a racheté un porte-avions à l'Ukraine, initialement en disant qu'elle allait en faire un casino sur l'eau. Bon, le casino finalement est devenu un porte-avions. Hein, donc, l'un des objectifs de la Chine aujourd'hui, quand même, est de récupérer un espace proche, notamment l'espace de la mer de Chine méridionale, d'où, vous le savez, les épisodes actuellement autour des îles Senkaku, sur lesquels il y a des goélands, etc., mais qui sont surtout, si vous voulez, des points très très forts pour la Chine, qui les réclament pour des raisons historiques, d'une part, pour des raisons également sûrement de ressources, il y a du pétrole probablement là-dessous, mais la Chine, évidemment, nourrit des ambitions géopolitiques. Et vous savez, par exemple, que, à l'occasion, par exemple, du G20, de Londres en 2009, des journalistes, mais aussi en fait un grand politologue, Zbigniew Brzezinski, le grand jeu, 97, Brzezinski avait forgé l'expression de G2 pour parler finalement, pour évoquer un groupe de, donc les États-Unis et la Chine, de deux pays qui pourraient au fond être une sorte de condominium, et de former une guerre froide, plus ténue peut-être, ou plus ambivalente que la guerre froide États-Unis-URSS, puisqu'ils sont à la fois des opposants géopolitiques, mais ils sont des premiers partenaires économiques. La Chine est le premier pays disposant de dette américaine, et la Chine est le premier exportateur vers les États-Unis. En tout cas, la perspective, si vous voulez, l'émergence a nourri des revendications géopolitiques très très fortes. Et ces revendications, on ne les a pas seulement vues entre les deux grands, on les voit indirectement. Vous vous souvenez que la guerre froide était faite de conflits périphériques. Eh bien, sur des zones périphériques, je pense à la Syrie, je pense à la Libye, je pense à l'Iran, vous savez très bien que les États-Unis, d'une part, la Chine et la Russie, d'autre part, se sont opposés, puisque la Russie soutient obstinément Bachar el-Assad, elle a soutenu évidemment aussi l'Iran, et en leur temps la Libye. Quant à la Chine, eh bien, elle s'implante autant qu'elle le peut en Afrique, en fonction de ce qu'on appelle le consensus de Pékin. Le consensus de Pékin, c'est une sorte de pas consensus de Washington. Et dans le consensus de Pékin, c'est je te prête de l'argent, mais tu me donnes des contrats, et en échange, je ne regarde pas du tout ce qui se passe chez toi d'un point de vue démocratique, social, etc., etc. Bon. Et donc, un affaissement ou un recul, en quelque sorte, de la croissance dans les émergents pourrait, en quelque sorte, dégonfler le risque d'un antagonisme fort entre, disons, un bloc occidental d'un côté et puis un bloc oriental de l'autre qui existe réellement, puisque vous savez qu'en 1996, ces deux grands, la Chine et la Russie, ont constitué l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qu'ils présentent en tout cas comme une OTAN asiatique, ou pour parler comme Pierre Moscovici, une OTAN asiatique. Mais non, il n'est plus là pour en parler. Alors,
voilà un petit peu ce qui pourrait se passer, des raisons de se réjouir peut-être. Mais si l'émergence disparaissait, si la croissance forte disparaissait, eh bien alors les émergents cesseraient plusieurs choses. Ils cesseraient de tirer la croissance mondiale, ils cesseraient de financer les économies du Nord, qui quand même, je vous le rappelle, sont très très fortement endettées, hein, mais ça va baisser, et qui cesseraient, non c'est pas vrai, qui cesserait de contribuer également, il cesserait de contribuer à l'édification d'un monde multipolaire. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment ça. Alors, si les émergents connaissaient des problèmes, comme ce qui semble être le cas, eh bien, ils cesseraient de tirer la croissance mondiale. Et alors ça, c'est un vrai problème pour nous. Je vous donne 2-3 chiffres pour que vous voyez l'ampleur du problème. En 2012, la croissance mondiale a été de 3,2%. C'est pas mal pour un post-crise. Mais en réalité, voilà comment elle se ventile. 3,2% mondial. Mais pour les pays industrialisés, les pays de l'OCDE, si vous voulez, les anciens, traditionnels, eh bien 1,3. Et pour les émergents, 5,1. Donc ce sont eux qui font la croissance mondiale. Alors évidemment, si leur croissance baissait, eh bien ils importeraient moins. Or la Chine, eh bien, importe aujourd'hui presque autant que les États-Unis. Les États-Unis restent le premier importateur du monde. Le niveau d'importation chinoise en 2013 est à hauteur de 80% du niveau américain. C'est colossal. Une Chine dont la croissance se réduirait est une Chine qui importerait moins d'automobiles, elle est le premier marché automobile en achat du monde depuis 2010, qui importerait moins de pétrole, qui importerait moins de minéraux, qui importerait moins de ressources de manière générale, ou de produits qu'elle ne sait pas fabriquer, mais enfin, qu'est-ce qu'elle ne sait pas fabriquer ? Et donc, ces perspectives un peu sombres chez les émergents fait craindre une chute d'activité pour nos multinationales, pour nos produits pharmaceutiques, pour nos produits de luxe en France, par exemple, pour nos produits aéronautiques. N'oubliez jamais que la Chine doit vendre 80 millions de chemises pour pouvoir acheter un Airbus. Une Chine en difficulté en vente, si on achète moins de chemises chinoises, ils nous achèteront moins d'Airbus. C'est une difficulté réelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de grands groupes français vivent aujourd'hui grâce aux émergents. Vous n'avez qu'à voir les installations, notamment des grands groupes de luxe, des groupes automobiles en Asie, sont des marchés tout à fait importants. Et vous savez que si PSA a signé avec Dongfeng, c'est parce que Dongfeng va apporter son savoir-faire et l'entrée sur le marché chinois afin que PSA vende, car PSA vend plutôt bien en Chine. Bref, il y aurait lieu de s'inquiéter si leur croissance baissait. Et puis, si leur croissance baissait, c'est mon deuxième point, eh bien, ils cesseraient alors de financer les économies du Nord. Nous vivons un crédit. Tous les mois de septembre, à partir de fin septembre, les fonctionnaires français sont payés par la dette. Octobre, novembre, décembre. Qui paie cette dette? L'épargne. Mais l'épargne de qui? Eh bien, soit l'épargne de ces pays, soit des fonds souverains de ces pays qui sont alimentés grâce aux recettes de leurs exportations. Sur les 10 000 milliards de réserves de change mondiales à peu près, 6 000 sont détenus par les pays émergents. Et ces réserves de change, vous le savez, nourrissent des fonds souverains qui achètent de la dette, qui rentrent dans le capital de telle ou telle entreprise, etc. Le China Investment Corporation, par exemple, c'est l'un des grands fonds chinois, détient lui-même, gère à peu près 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars. De mémoire, mais là encore, je vais demander l'approbation à quelques collègues, il me semble que le fonds stratégique d'investissement français avait été créé avec 50 milliards de dollars, un truc comme ça. Bon, 1200, on est vraiment très très loin. Vous savez, c'est le fonds qui devait vraiment frapper pour pouvoir remonter toutes les boîtes françaises. Voilà, vous voyez donc, il est à peu près 24 fois moins chargé qu'un des 3 fonds chinois. Il y a 3 fonds chinois. Ils ont divisé en 3 pour une de raisons, vous savez, ça c'est depuis Deng Xiaoping, on croître sans faire peur. Donc, un fonds effrayant, il serait devant le Koweït. 3 fonds, c'est moins visible, ils sont dans les 10 premiers. Il y a un 4e qui a été fondé. Les fonds souverains chinois ont une capacité de frappe aujourd'hui, d'achat, d'entrée dans le capital d'entreprise, ou de détention de la dette souveraine qui est tout à fait colossale. La Chine, d'ailleurs, détient à peu près 10% de la dette américaine. Alors, le PIB américain, vous devez l'avoir en tête, c'est à peu près 16 700 milliards de dollars. Ils sont endettés à 103% du PIB, donc à peu près une dette à 17 000 milliards de dollars. Vient donc la dette chinoise, c'est à peu près la Chine possède à peu près 1700 milliards de dollars de dette chinoise. Et ça représente à peu près un tiers de la dette extérieure, puisqu'il y a une bonne partie de la dette américaine qui est détenue à l'intérieur. Donc la Chine a une réelle capacité, si vous voulez, à peser, même si elle n'a aucun intérêt à ce que le dollar s'écroule. Ce serait une catastrophe pour elle, puisqu'elle détient énormément de fonds en dollars. Alors du coup, bien sûr, des difficultés financières pourraient affecter leur capacité à financer notre économie. Puisque, et ça on le sait, on a appris très récemment que la dette chinoise totale, c'est-à-dire la dette de l'État, la dette des régions, etc., se montait à 215% du PIB chinois.
Bon, alors on n'est pas aux 240% japonais encore, mais enfin 215% chinois, c'est beaucoup. C'est donc la dette, non pas seulement de l'État, mais l'État et des régions, des collectivités, qui est tout à fait colossale. On sait qu'énormément de collectivités chinoises sont très endettées dans des marchés immobiliers où elles ne retrouveront pas leur argent. Ça, ce sont des problèmes évidemment à venir. Ce chiffre n'est pas inquiétant en soi. La Chine a beaucoup de revenus, mais il a doublé en 5 ans. Ça, c'est inquiétant. Et ce qui est inquiétant, on le sait, c'est que des bulles se préparent. Et comment on le sait? On le sait parce que, d'abord, on a idée un peu de ce qui se passe sur le terrain, et puis on a eu un signe très sensible en décembre, il y a 4 mois. La Banque centrale de Chine a injecté massivement de l'argent, a ouvert, si vous voulez, la planche à billets pour liquidifier l'économie et éviter un ralentissement, et notamment prêter de l'argent à des banques qui étaient en difficulté car elles avaient probablement acheté beaucoup, si vous voulez, ou fait des placements sur des fonds pourris qui ne rapporteront pas. Donc il y a non seulement le risque qu'ils ne puissent plus nous financer, et puis le risque que leur économie aille mal. On a connu ça en 97 quand même en Asie. Souvenez-vous, je l'ai encore à la maison, le rapport de la Banque mondiale 96 qui disait « Placé en Asie du Sud-Est, c'est parfait, c'est génial, les perspectives de croissance sont énormes. » Et puis un an après, le BAT s'écroule. Bon, la Chine n'est peut-être pas la puissance aussi grande et aussi solide qu'on l'imagine. Alors, il faut voir aussi que, précisément, financièrement, je suis dans le... Alors, vous voyez, là, je parle de technique encore un instant, je suis dans le grand B de mon grand 2, vous voyez, financer les économies, c'est le cœur du truc. En général, quand on corrige aux grandes écoles, c'est le moment où on s'endort, nous. On a lu l'intro, on a vu comment vous faisiez, on a vu le grand 1, on a vu comment vous écriviez, etc. Dans le grand 2, on va vite, puis dans le grand 3, c'est bientôt la fin. Alors, bon, il faut réveiller le jury, quoi, à ce moment-là. Et là, dans le B du 2, c'est le moment où vous allez remettre un coup en disant « T'endors pas, regarde, j'ai un truc à te dire ». Peut-être là, vous pouvez mettre en avant le fait que ces difficultés des émergents sont dues quand même en grande partie à la politique de la Fed, de la Banque fédérale américaine. La Banque fédérale américaine, à partir de l'écrasement de Lehman Brothers en septembre 2008, a injecté énormément de capitaux. Vous savez qu'elle a fait ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire de la facilitation monétaire, afin que les banques ne tombent pas en credit crunch et afin de soutenir l'économie. Eh bien, énormément de dollars ont été créés. Et ces dollars ont été placés un peu partout, on ne sait pas où exactement, et peut-être ont alimenté, en tout cas c'est sûr, une nouvelle bulle. C'est ce que craignait Ben Bernanke avant de quitter son siège, c'est ce que craint Janet Yellen aujourd'hui, et ils ont annoncé, lui avant de partir, et elle donc très récemment, que les taux d'intérêt américains allaient à moyen terme remonter. Si les taux américains remontent, ça veut dire qu'emprunter de l'argent aux États-Unis pour éventuellement le placer dans les marchés qui rapportent, les marchés émergents, eh bien, sera moins avantageux. Et donc, vous avez sûrement vu que ces derniers mois, énormément d'argent sortait des émergents. C'est ce qui explique notamment leurs difficultés actuelles. Et elle est quand même au cœur du problème, elle est financière. Ça tombe bien, la mondialisation a quand même cet aspect premier. N'oubliez jamais qu'à peu près la totalité à peu près du volume d'actifs financiers sur la planète, c'est à peu près 10 fois le PIB. C'est 740 000 milliards à peu près d'actifs financiers. La dimension financière de la mondialisation est absolument première, elle est capitale. Alors tout ça pourrait, si les émergences se cassaient la figure, eh bien, ou en tout cas ne croissaient moins vite, eh bien ils cesseraient également, c'est mon troisième point, ils cesseraient alors de contribuer à l'édification d'un monde multipolaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Alors je ne veux pas vous soutenir l'idée que c'est bien d'avoir une Russie qui ne défend pas les droits de l'homme et qui défend Bachar el-Assad, ou que c'est bien d'avoir une Chine qui écrase le Tibet. C'est autre chose que je voudrais vous dire, qui est peut-être moins évident. Depuis 2001, depuis une dizaine d'années, depuis l'émergence, on est effectivement dans un monde qui est passé du cycle bipolaire de la guerre froide à une sorte de parenthèse unipolaire des années 90, l'hyperpuissance, qui aujourd'hui est davantage une conformation, disons, multipolaire. C'est manifeste. Si la croissance des émergents venait à ralentir, à défaillir. Et vous savez que pour le Parti communiste chinois, le seuil, c'est 8% de croissance par an. En dessous de 8%, il est difficile de satisfaire les besoins des Chinois, les attentes. Si ces taux venaient à baisser, eh bien, ces pays, en tout cas, pourraient être tentés par des aventures solitaires, un repli nationaliste éventuellement, qui serait préjudiciable à l'ordre mondial. Vous comprenez, un ordre moins multipolaire peut-être, et plus, disons, dicté par des puissances davantage solitaires. Et vous savez que, notamment, cet aventurisme, disons, nationaliste, il est très présent en Chine. Parmi les grands best-sellers de la fin des années 90 ou 2000, il y avait À l'ombre de la globalisation. C'est un livre chinois qui expliquait que la globalisation avait été inventée par les États-Unis pour affaiblir le géant chinois. Et que la Chine devait lutter pied à pied par la globalisation contre les États-Unis, si vous voulez.
Vous savez très bien que lorsque, je ne sais pas, il se passe des choses au Japon, eh bien, la Chine organise des manifestations anti-japonaises. Lorsque on reçoit le Dalai Lama en France, où on lui rend visite, etc., où on l'accueille, etc., eh bien, immédiatement, vous avez des manifestations, du French bashing, etc., etc. La tentation nationaliste de ces pays, je pense essentiellement en réalité à la Chine et à la Russie, c'est-à-dire aux grands émergents non démocratiques, pourrait être préjudiciable à l'équilibre mondial. Alors, dans ces conditions, eh bien, il y a peut-être une carte à jouer. Tout ça pourrait être une difficulté, cette croissance des émergents, à moins que cette fin des émergents ne soit une mutation favorable aux pays du Nord. Et ça pour 3 raisons. Car d'abord, je vais vous le montrer, l'enrichissement des émergents, c'est une opportunité. Elle peut en l'être en tout cas, si on est assez unis, assez fort pour l'utiliser. Car leur insertion dans la géopolitique peut être aussi un facteur de stabilisation. Et car leur prétention à soutenir des valeurs communes en sera d'autant plus affaiblie que leur croissance ralentira. Alors, voyons un peu ces 3 points à la suite. D'abord, je vous le disais, l'enrichissement des émergents constitue quand même une opportunité. Le fait qu'ils se soient enrichis et qu'aujourd'hui leur croissance soit moins forte va les obliger à rééquilibrer leur politique. La Chine l'a déjà fait, avec en gros moins d'exportations et plus de marché intérieur. Avant la crise, 2 chiffres, pour que vous compreniez vite les choses. Avant la crise, le taux d'ouverture de la Chine était 35% à peu près. Le taux d'ouverture, c'est les exportations sur le PIB. Donc 35% de taux d'ouverture. Depuis la crise, on est à peu près à 25%. C'est-à-dire que la Chine dépend moins pour son économie des exportations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croissance chinoise dépend un peu plus de la demande intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'État, par des plans de relance d'ailleurs, a facilité la croissance intérieure. Ça veut dire aussi que vous avez des Chinois aujourd'hui qui consomment à l'intérieur, alors que sous la Chine de Mao, dans les années 60, ils n'auraient jamais pu consommer autant. Ces Chinois sont devenus riches. Pour vous donner un seul exemple, un seul chiffre assez marquant, il y a à peu près en Chine, la Chine c'est 1,3 milliard, il y a à peu près 85 millions de personnes qui ont un niveau de vie à peu près de la bourgeoisie européenne. C'est-à-dire qu'en fait, en Chine, vous avez l'équivalent, disons, de la population allemande, mais pouvant consommer plus. Bon. Et la classe moyenne chinoise, quand on doit à peu près donner un chiffre, on a à peu près entre 300 et 400 millions de personnes. Donc ça, c'est tout à fait important. L'opportunité pour nous, c'est que grâce à l'émergence, même si cette émergence ralentit, il constituerait demain, encore plus qu'aujourd'hui, des marchés de consommation, moins que des marchés d'exportation. C'est une chance pour nos multinationales, c'est une chance pour nos groupes, bien sûr. Alors comment ça se fait qu'ils sont obligés de rééquilibrer? Il y a plusieurs raisons à ça. La crise, bien sûr, mais en réalité, vous le savez, les salaires ont augmenté puisque ces pays ont émergé. Puisque ces pays ont émergé, eh bien, les salaires, par exemple en Chine, augmentent en moyenne de 15% par an, hors inflation. Le salaire des Chinois en 1996 était à peu près représentait 1/3 du salaire d'un Mexicain. Aujourd'hui, 85%, et on estime qu'en 2020, les salaires moyens chinois seront équivalents à ceux des salaires mexicains. Et ça, pour les États-Unis, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire peut-être qu'ils pourront se revenir à des systèmes type maquiladoras, avec une production très proche de chez eux, qui pourront davantage surveiller. Ils seront moins dépendants également des usines chinoises. Géopolitiquement, c'est une bonne chose, hein, bien sûr. Voilà, on estime d'ailleurs, pour vous donner quand même des chiffres, que la bonne nouvelle de leur croissance, c'est que c'est une étude américaine qui dit qu'en 2030, il y aurait à peu près sur la planète 3 milliards de personnes appartenant aux classes moyennes. 3 milliards, et aujourd'hui c'est 1,8 milliard à peu près. 3 milliards en 2030, dont les 2/3 seraient en Asie. Donc vous voyez, ce que je veux vous montrer dans ce point, c'est qu'au fond, ils sont arrivés à un niveau d'enrichissement qui, si l'on arrive au fond à coopérer en partenariat économique, peut vraiment être une chance à la fois pour nous d'exporter et pour eux, au fond, d'accéder, alors pas tant à la consommation par la consommation, mais disons à un standard, à des standards de vie plus modernes, concrètement, de vivre plus longtemps, de vivre mieux aussi. Deuxième point, leur insertion dans la géopolitique pourrait être également facteur de stabilisation, si on parvient en quelque sorte à multipolariser notre monde. Vous savez par exemple que les émergents réclament aujourd'hui voix au chapitre. Je vous donne un ou deux exemples de ça. L'Inde, le Brésil, donc 2 grands émergents, mais également le Japon et l'Allemagne, ça c'est les anciens méchants battus. Bon... Entre le Brésil et l'Allemagne, il y a aussi beaucoup de liens. Donc ces 4-là ont constitué dans les années 2000 le G4,
ce groupe de 4 pays, sous d'ailleurs la houlette de Lula, au Brésil, eh bien, réclamait un poste permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire que ces 2 grands émergents, le Brésil et l'Inde, réclament une voix au chapitre. Et alors évidemment, les 5 permanents ont dit non. Eux proposaient de rentrer au Conseil de sécurité de l'ONU sans avoir de droit de veto, mais ils voulaient être membres permanents. Mais les choses avancent. Et nous aurions tout à fait intérêt à inclure ces émergents dans les prises de décision mondiales afin qu'elles aient plus de poids. Il est quand même difficile d'imaginer que le monde peut encore s'ordonner autour des 5 puissances de 45, en quelque sorte. De même, là encore, là où on a intérêt peut-être à les rallier, c'est que dans ces émergents, il n'y a pas que des dictatures, comme la Chine et la Russie. Il y a également, et d'ailleurs des Russes dans la salle, je m'excuse, des régimes dominés par James Bond. Donc, il y a des pays comme un groupe comme l'IBAS, par exemple. IBAS, ça veut dire Inde, Brésil, Afrique du Sud. L'IBAS, c'est un groupe justement d'émergents dont le point commun, ce sont des BRICS aussi, mais dont le point commun est d'être des démocraties. Et chose intéressante, la Chine a voulu rejoindre l'IBAS il y a quelques années, et les 3 pays ont refusé. Voilà. Quand on se voit pour la croissance, c'est les BRICS. Quand on parle démocratie, c'est Brésil, Inde, Afrique du Sud. Bon. Donc vous voyez, là, il y a des opportunités à saisir pour les pays du Nord afin de créer un ordre dans lequel on puisse en quelque sorte instiller des valeurs démocratiques, ou en tout cas les faire reposer, pour des raisons toutes simples. En 2100, l'Amérique du Nord et l'Europe représenteront à peu près 8 ou 10% de la population mondiale, et donc les valeurs qui sont nées chez nous, la tolérance, John Locke, la démocratie, si vous voulez, ou la République, eh bien, il y a peut-être nécessité, en quelque sorte, à les diffuser, à les articuler au niveau mondial, bien sûr. Dernière chose, peut-être aussi que cet affaiblissement de la croissance, et peut-être cet affaiblissement de l'émergence, cette fin de l'émergence, eh bien, pourrait, au fond, nous permettre, ou en tout cas faire que leur prétention à soutenir des valeurs communes en serait affaiblie. Car n'oubliez jamais quand même que mettre dans un même groupe, en 2009, le Brésil, le géant démocratique, l'Inde, la plus grande démocratie du monde, la Chine, qui est finalement le régime autoritaire le plus riche du monde, et puis la Russie, qui est un ancien empire déchu, et qui, d'ailleurs, beaucoup d'analystes ne parlent pas d'émergence pour la Russie, mais parlent de réémergence, en quelque sorte, puisqu'il a été le deuxième grand pendant 50 ans ou 40 ans, eh bien, ça tient quand même du prodige de les mettre ensemble. Et quel est ce prodige? La croissance commune, bien sûr, et puis la contestation, en quelque sorte, de l'ordre washingtonien, pour des raisons extrêmement différentes. La Chine parce qu'elle est l'autre grand, la Russie parce qu'elle est l'ancien grand, le Brésil parce qu'il ne veut plus entendre parler du compromis de Washington des années 80. Souvenez-vous que Lula a remboursé en 2005 par anticipation la totalité de sa dette au FMI afin d'avoir les coups des franches. Et puis l'Inde, vous le savez, qui a été quand même la grande puissance du non-alignement. Donc pour des raisons extrêmement différentes, ces 4-là se sont mis ensemble, mais en réalité, géopolitiquement, leurs intérêts divergent. Et puis leurs coopérations sont limitées. Ils s'échangent beaucoup, à part la Chine, mais ils échangent beaucoup de matières premières. Ils ne sont pas un bloc soudé. Il y a une grande division, évidemment. Ce n'est pas tout à fait une union économique régionale, par exemple. Alors si les taux baissent, eh bien, il est fort à parier que le groupe des émergents deviendrait plus friable, moins uni par un projet commun, car la croissance divergerait. Il est même peut-être à parier que le Brésil et l'Inde auraient plus intérêt à parler entre eux, et la Chine et la Russie également entre eux. Bref, et puis autre chose, si les taux de croissance baissent, combien de temps est-ce que les Chinois accepteront le régime du PCC? Combien de temps est-ce que les Russes accepteront également? N'oubliez jamais que l'espérance de vie en Russie est extrêmement basse, c'est beaucoup plus faible, je crois que c'est 57 ans chez les hommes. C'est extrêmement bas, c'est notamment dû à l'alcoolisme. Une croissance forte permet au pays, en quelque sorte, d'acheter, d'entretenir sa pérennité. Une croissance plus faible, c'est un risque de révolution, bien sûr. Bref, il y a ici une carte à jouer si l'on veut diffuser, en quelque sorte, nos valeurs. Alors, en conclusion, il reste 1 minute, la fin des émergents. Oui, je crois qu'on peut parler de fin des émergents, mais peut-être pas tout à fait comme on pourrait l'imaginer. Peut-être pas tant la fin de ces pays que la fin de la catégorie d'émergence. Car je ne vous l'ai pas dit, je l'ai gardé pour la fin, normalement on ne fait pas ça, mais en réalité, le mot émergent
n'était pas un nom, c'était un adjectif. Il a été formé en 1981 par un économiste de la Banque mondiale, il s'appelait Antoine van Actmel, et en 81, il a formé l'expression de marché émergent pour qualifier des marchés qui lui semblaient extrêmement prometteurs en termes de croissance. Eh bien, il semble bien qu'aujourd'hui, ces marchés émergents le soient moins. Et c'est une chose. Et la deuxième chose, que ce qu'on agrège derrière émergent n'ait plus grand sens. Vous connaissez tous l'expression de Philippe Hugon, hein, de la fragmentation des Suds, l'idée qu'en fait, dans les années 2000, on est passé du Sud par rapport au Nord au Sud au pluriel, parce que les Suds sont fracturés. Il n'y a évidemment rien de commun entre l'Afrique et ses 34 PMA, hein, ou l'Afrique subsaharienne, c'est 34 PMA, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, etc. Eh bien, aujourd'hui, et c'est là-dessus que j'aimerais finir, très probablement, on vit la fin peut-être, même si elle peut durer quelques années, du concept même d'émergence, parce qu'il est devenu trop grossier pour saisir la réalité qui est plus souple. Et encore une fois, pour citer Michel Aglietta, grand économiste français, il déclarait dans le même article que celui que je vous ai cité tout à l'heure que c'est un désastre de mettre dans le même sac des pays qui ne sont ni dans la même trajectoire, ni sur les mêmes bases de ressources, et ont des processus de développement très différents. Et puis, en plus, dernière chose, quand on parle des émergents, l'expression semble les mettre sur un pied d'égalité. Et vous le savez, en réalité, il y en a quand même un qui gagne un peu plus que les autres, hein, c'est la Chine. Merci. Il y a une demi-heure. Il y a un quart d'heure, 20 minutes. Il y a des questions pour ceux qui en veulent, sinon ceux qui n'en veulent pas peuvent partir. Voilà, c'est très libre. Est-ce que vous avez des questions ? Y a-t-il des questions ? Oui, oui. Monsieur. Ah. Il y a une question. Oui. Bonjour, monsieur. C'est peut-être hors sujet, mais quid de l'Afrique? Du continent, vous voulez dire? Oui. Ah. Alors, quid de l'Afrique? L'Afrique, on peut le prendre de plusieurs manières. Soit on le prend au niveau continental. Vous savez que l'Afrique, depuis quelques années, a un taux de croissance de 5% par an. Mais vous savez, et on le sait tous, 5% de croissance dans des pays dénués d'infrastructures, avec faiblement d'infrastructures. En Afrique, il y a à peu près 2/3 des routes qui sont en terre, pas en dur. La gouvernance est compliquée. Ces 5% de croissance n'ont absolument pas le même effet que les 5% de croissance de la France pendant les 30 Glorieuses. Alors malgré tout, c'est probablement le continent émergent de demain. Mais au sens d'Antoine von Akmel, c'est-à-dire que ce sont des marchés émergents, partant de très peu, les perspectives de croissance sont très fortes, bien sûr. Le problème numéro 1 d'Afrique, comme Sylvie Brunel l'avait souligné, c'est un problème de gouvernance. L'Afrique a été ravagée dans les années 90, 53 pays dans les années 90, 35 pays ont connu des épisodes de guerre civile. Et dans ces circonstances, la capacité, si vous voulez, à mener une croissance, à en faire rejaillir des fruits en termes de développement, pour le pays, pour les populations, très concrètement, a été difficile. Alors, depuis quelques années, l'Afrique va mieux. D'abord, la hausse du prix des matières premières a permis des rentrées d'argent substantielles. Mais quand même, pour vous donner quelques niveaux, encore une fois, moi j'aime beaucoup donner à mes élèves des ordres de grandeur, afin qu'on voit tout de suite les choses. L'Afrique, au niveau général, c'est à peu près 15% de la population mondiale. C'est 3% du commerce mondial. 15%, 3%. En termes d'IDE, la portion est congrue. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais encore une fois, rapporté à la population, les investissements faits en Afrique sont une portion congrue. Il a fallu, par exemple, vous savez qu'Alassane Ouattara, une fois installé en Côte d'Ivoire, après
l'épisode Gbagbo, etc., a appelé autant qu'il le pouvait les investisseurs étrangers en disant « l'ordre est rétabli, venez, investissez chez nous, l'Afrique manque d'investissement extérieur car il n'y a pas assez d'argent ». Alors c'est une vraie difficulté, néanmoins on a des exemples de pays qui réussissent plutôt bien, bien sûr, il y a de bons élèves, le Botswana, le Ghana par exemple, fonctionne bien, et puis vous le savez, l'Afrique en réalité, c'est une deuxième manière de vous répondre, c'est des Afriques, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe, et l'Afrique du Sud à elle seule représente 22% du PIB africain. Donc il y a vraiment des Afriques. Et l'Afrique, au fond, intertropicale, je crois 34 des 43 pays les moins avancés de la planète y sont. Donc c'est une situation qui est très très difficile, mais les perspectives de développement sont pas absentes, encore une fois. Simplement c'est long, il n'y a pas assez d'infrastructures, la gouvernance a souvent été défaillante, en Afrique il y a des failed states, des États faillis, hein, comme la Somalie par exemple, et puis aujourd'hui l'Afrique, il y a une insécurité géopolitique avec un terrorisme, vous le savez, qui est quand même préjudiciable aux investissements. Une entreprise étrangère réfléchit à ça. Il y a des risques géopolitiques très lourds. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Collègue là-haut. Alors je dis tout de suite que je ne réponds pas aux collègues parce que c'est toujours des questions pièges, ils veulent vérifier ce qu'on sait en fait. Oui, bonjour Frédéric, c'est pas une question piège. Lui c'est un copain alors ça va. J'ai entendu la semaine dernière Patrick Artus revenant de Chine disant qu'il était pessimiste sur le modèle de croissance chinois qui, selon ses dires, coulait du béton pour construire des villes et n'arrivait pas à remonter dans la chaîne de valeur et à intégrer la technologie dans son modèle. Voilà, j'aimerais connaître ton sentiment, mais très amicalement bien sûr. Donc c'est une vacherie. Oui, écoute, bon, alors, il y a eu des cas absolument spectaculaires. Par exemple, Canton a fait l'objet, dans les 20 dernières années, de constructions absolument pharaoniques. Des gens qui possédaient des petits jardins à Canton, ou des portions de territoire qui valaient rien il y a 30 ans. En fait, Canton, vous savez, c'est le fond d'estuaire. C'est le fond d'estuaire du delta de la rivière des Perles. Vous avez Canton, Macao, Shenzhen, Hong Kong. Donc c'est une des zones, dans le Guangdong, qui a connu la plus forte croissance dans les 30 dernières années. Et vous avez aujourd'hui des enfants de paysans cantonais qui sont millionnaires, qui roulent en Porsche, etc. Si bien que vous savez, comme il y a une dissymétrie entre le nombre de garçons et de filles en Chine, par exemple, eh bien, les jeunes filles peuvent se permettre de faire défiler les prétendants en leur demandant le niveau de fortune, la superficie des appartements, la voiture de sport, etc. Et on sait donc qu'il y a très probablement dans ces zones, effectivement, la construction de dur qui est depuis 20 à 30 ans, qui donne lieu à une bulle spéculative immobilière. Ça, c'est ancien. Ce qui est récent, et je pense Artus fait référence à ça, c'est qu'après 2008, la Chine, dans le vaste plan de relance 2008-2009, qui est un plan de relance en pourcentage de PIB supérieur au plan de relance américain, la Chine a fait du bâtiment. Et donc des villes nouvelles sont sorties de terre, qui sont parfois vides. Ils ont construit pour faire fonctionner le bâtiment, derrière le bâtiment l'ingénierie, les banques, etc. Voilà. Alors, on m'a même rapporté, un élève chinois dont le papa travaille là-dedans, m'a même rapporté que les grandes communes ou les régions n'ont pas le droit de ne pas accepter de prêter à des groupes notamment de BTP. Parce que le BTP, ça fait fonctionner. Quand un groupe de BTP arrive avec un projet, les banques d'État sont obligées de lui prêter pour réaliser le projet. Certaines sachant qu'en réalité, si vous voulez, il s'agit juste de prêter à des entreprises pour qu'elles ne s'écroulent pas. C'est-à-dire qu'on prête à des groupes de BTP, la banque sait que la ville ne sortira pas de terre, et ça fait fonctionner l'économie. Il est évident donc qu'il y a des bulles, je pense que c'est ce que dit Artus, il y a de la construction de dur. Très probablement, beaucoup d'analystes disent que si une bulle éclate, ce sera très probablement dans l'immobilier. Y a-t-il une autre question ? Oui. Alors, dans votre plan, Pardon, bonjour. oui, dans votre plan, vous avez évoqué la fin du risque d'une nouvelle guerre froide. Alors, ça faisait partie de la partie, disons, oui. Un peu optimiste, peut-être. Si la Chine continue à réussir économiquement, ce dont on commence à douter,
ne sera-t-elle pas plus forte militairement? Ne sera-t-elle pas fondée à au moins contrôler son espace naturel, qui est l'espace de mer de Chine, Oui. sinon plus? Oui, oui. Alors, bon, c'est effectivement un point qui doit être développé. J'ai bien dit nouvelle guerre froide, je n'ai pas dit la guerre froide à nouveau. Les ambitions géopolitiques de la Chine ne sont pas comparables à celles de l'ex-URSS. L'ex-URSS et les États-Unis avaient comme théâtre d'opération le monde, bien sûr. La Chine, vous l'avez noté à l'instant, son théâtre d'expansion en quelque sorte naturel, entre guillemets, c'est l'Asie proche, et en fait, bon, la mer de Chine méridionale, enfin de l'Est et du Sud. D'où donc des réclamations sur Senkaku, sur Taïwan bien sûr, éventuellement sur Spratly Paracels un peu plus au sud. Bon, ça c'est sûr. Et ça c'est quelque chose. Alors je me permettrai d'élargir votre question et de répondre de fait peut-être à des choses pour les étudiants qui sont ici. Ça a un coût, le leadership. Le leadership mondial, ça coûte très cher. Les États-Unis ont 730 bases dans le monde. 730 bases. Ils ont 6 flottes. Ils ont en permanence des porte-avions. Il y a plusieurs centaines de milliers de soldats qui sont en dehors des États-Unis. Le coût stratégique de ça est absolument colossal pour une économie. La Chine n'a pas cette ambition mondiale pour toutes sortes de raisons. Elle a plutôt une ambition régionale. En revanche, une nouvelle guerre froide, c'est un petit peu comme ça que les Chinois avaient reçu en 2012 la déclaration de Léon Panetta, le secrétaire d'État à la Défense, quand il annonçait la fameuse politique du pivot, c'est-à-dire un redéploiement des flottes américaines, qui sont à 50% jusque-là en Atlantique, 50% dans le Pacifique, et il comptait déporter 40-60, c'est-à-dire 60% de la flotte vers le Pacifique. La Chine interprétait ça d'une manière finalement un petit peu en termes de guerre froide. Donc effectivement, vous avez raison, une nouvelle guerre froide, si on évoque l'hypothèse de tension entre la Chine et les États-Unis, se situerait dans le domaine du Pacifique. Mais j'ajoute aussi autre chose, c'est qu'en même temps, ils sont partenaires économiques. Donc c'est un jeu, et ça c'est le jeu de la mondialisation, c'est un jeu qui se joue sur plusieurs échiquiers. On peut être partenaire économique et en même temps concurrent géopolitique ou rivaux géopolitiques d'une manière féroce. Exemple, Chine-Japon. Chine-Japon. Oui. Oui, bonjour Frédéric, c'est Armand. Bonjour. Alors je voudrais poser une question concernant le Brésil. Est-ce que la question environnementale ne pose pas un problème pour le développement du Brésil, notamment les aménagements hydrauliques, mais aussi tous les défrichements par rapport au front pionnier, le biocarburant? Est-ce que tout cela ne pose pas un problème pour le développement du Brésil? Merci. Alors, le Brésil, là-dessus, vous savez, c'est le pays des contradictions. D'un côté, quand Lula est arrivé au pouvoir, il a voulu arrêter la déforestation, il s'est engagé là-dessus, il y avait un nouveau code du sol. Et de l'autre côté, à Rio+20, en septembre 2012, Dilma Rousseff menait le débat. Elle a complètement désubstantifié l'accord final en retirant de Rio+20 tout ce qui était d'ordre un peu coercitif et d'engagement ferme. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a un péril écologique au Brésil, mais de l'autre côté, eh bien, l'agriculture intensive, les agrocarburants, etc., ça fait travailler du monde. Le Brésil est très ambigu sur cette politique, enfin, dans le domaine écologique. Je crois que c'est l'heure. Hein. Allez, hein. Dernière question alors. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi j'ai une petite question concernant la politique française vis-à-vis justement des émergents. On a vu la semaine dernière donc François Hollande a rencontré le président chinois et on a l'impression que c'est pas tout à fait clair entre donc déjà en fait dans votre développement vous montrez à la fois que oui on peut souhaiter la fin des émergents mais aussi à la fois la craindre. Finalement, quelle est la politique de la France vis-à-vis de ça et que souhaitent vraiment les Français? Ce que souhaitent les Français, c'est de ne pas voter. Je serais bien dans le mal de répondre à votre question. Je crois que en politique, vous savez, on vous apprend des théories, si vous avez déjà vu une chose comme ça, des théories de relations internationales, etc. En politique à haut niveau, c'est tout de même le pragmatisme qui gère.
le même président sera capable de dire du bien du Dalai Lama et le lendemain matin de serrer la main de Xi Jinping. Très pragmatiquement aujourd'hui, la France ne peut pas se permettre d'accroître son déficit commercial. 70 milliards en 2012, d'euros, hein, pas de dollars. 60 milliards en 2013. Ne pas serrer la main au président chinois. Vous avez vu qu'ils n'ont pas beaucoup parlé de droits de l'homme. Bon. Donc ne pas le heurter, lui serrer la main, faire signer des contrats, 12 milliards de contrats signés, etc. C'est la priorité du président. Donc je crois qu'en l'occurrence, vous faites allusion à la récente visite, François Hollande s'est mué en VRP, et son but était de réduire le déficit commercial. Le reste, finalement, souvenez-vous, sous Nicolas Sarkozy, il y avait une rencontre avec le Dalai Lama, ça ne s'est pas passé. Donc je crois que cette politique est aujourd'hui très très pragmatique. Les marges de manœuvre de l'État, nous vivons une crise sans précédent des finances publiques en temps de paix. Et c'est aujourd'hui la priorité des priorités. Donc je crois que, Laurent Fabius est d'ailleurs plutôt un réaliste, je crois que les questions politiques là-dessus passent en quelque sorte au second plan, hors situation de crise bien sûr. Je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance au concours.